La communication intuitive, pour moi, mais pour nous tous, c'est en fait un outil merveilleux qui nous permet de mettre en lumière en fait l'unité consciente du vivant. Et c'est cette unité consciente du vivant que j'ai vraiment envie d'ouvrir aujourd'hui, là, maintenant, dans cette table ronde, et puis de vous demander d'arriver dans un nouveau voyage, de poursuivre ce voyage d'exploration en repoussant en fait un petit peu nos lignes d'horizon et en invitant maintenant au cœur de nos débats l'ensemble du vivant, dont le végétal fait bien sûr partie et dont les arbres font bien sûr partie. Rapide présentation de Michel, qui nous arrive fraîchement du Québec, qui est sociologue de formation, anthropologue aussi, et qui travaille donc dans l'éducation des adultes à l'Université de Montréal. Mais comment elle en est arrivée là? C'est un cheminement qui est très très riche, puisqu'elle s'intéresse depuis très longtemps à ce qu'on appelle les phénomènes de conscience élargie. Et elle a cofondé une association en 97, oui, Onde, qui était vraiment spécialisée sur ces états modifiés de conscience. Voilà. Également écologiste de la première heure, formée à la permaculture, à l'herboristerie, donc entrée vraiment très holistique dans tous nos sujets. Et puis, on a souvent parlé des points de bascule pour les personnes dans leur vie qui fait qu'ils sont aujourd'hui présentes. Eh bien, toi, je dirais que ça serait plutôt en 2007, quand tu as eu l'honneur, et la joie de rencontrer Cliff Baxter lors d'une conférence à Santa Fe sur science et conscience, que tu as eu cette possibilité en fait de te lier d'amitié avec lui, avec l'ensemble de son équipe, et que tu as, dans le don que je te connais, offert de traduire dans la langue de Molière, justement, en français, les 40 ans de travaux de Cliff Baxter, puisqu'il avait écrit un livre qui s'appelle toujours « Perception primaire ou biocommunication ». Ton but, c'était bien évidemment de le faire connaître au-delà des frontières anglophones. Et puis, c'est notre rencontre qui a permis un petit peu que ça se réalise. Donc ce livre, on a réussi à le faire paraître en France. Malheureusement, en 2014, alors que le vœu le plus cher de Cliff Baxter était qu'il paraisse non seulement dans la langue de Molière, mais surtout au pays de Descartes. Et on en a parlé ce matin, ce n'est pas une petite affaire de faire connaître ce genre de recherche dans notre pays. Malheureusement, il est parti en 2013, notre livre est paru en 2014, donc il n'a pas eu la joie, dans cet état de conscience terrestre, de voir la parution de son livre, mais je suis bien certain qu'il nous porte aujourd'hui pour accueillir la promotion de ses travaux. Donc Michel va justement nous parler des 40 ans de travaux de Cliff Baxter. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelle est la résonance de nos pensées, de nos émotions, de nos intentions sur l'ensemble du vivant et bien évidemment le végétal également. Donc tu vas couvrir un très large scope. Alors Bénédicte m'a présenté, donc je vais sauter ma présentation, c'est parfait. Donc Cliff Baxter, c'est un Américain qui est né, qui a vécu entre 1924 et 2013 et qui s'est très jeune intéressé à l'hypnose et qui a travaillé pour l'armée américaine et pour la CIA. Et c'est lui qui a introduit le polygraphe dans l'armée américaine. C'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a vraiment fait connaître. Il était spécialiste en méthode d'investigation. Il a dirigé la première école de polygraphie qui existait aux États-Unis. Ensuite, il a fondé sa propre école de polygraphie et plus tard, il a fondé une fondation de recherche qui était dédiée à l'usage du polygraphe. Donc ça, c'est une très brève présentation. Je veux dire aussi que c'était quelqu'un d'immensément curieux et de très sympathique. Il a commencé par faire du génie, et puis ensuite il s'est tourné vers la psychologie, donc il était assez cartésien. Un soir, il décide de brancher des électrodes de son polygraphe sur un dracéna, donc c'est la plante que vous voyez là. En fait, ce qu'il voulait faire, c'était voir si le fait qu'il arrose la plante, la conductivité électrique changerait. Il arrose la plante et il n'y a rien qui se produit, le tracé graphique ne fait rien. Alors, il dit, mais je vais brûler une feuille. Et au moment où il décide qu'il va brûler la feuille, donc il ne dit rien, il le pense, à ce moment-là, le tracé du polygraphe s'affole.
Alors lui, il a dit que sa vie a basculé le 2 février 1966. C'est vraiment, ça a été comme pour lui une coupure. Et à partir de là, il n'a pas cessé de travailler sur ce thème-là de ce que c'est que la biocommunication en fait, avec l'ensemble du vivant. Donc il a travaillé sur les plantes, mais aussi sur les œufs et sur les bactéries, dont le yaourt, et sur les leucocytes humains, donc les globules blancs. Alors j'ai très peu de temps, alors je vais donner un exemple de chaque. Tu peux me faire les appels? Oui. Bon, ça c'était, en fait, oui, j'aurais dû faire la zapette en même temps, je ne suis pas synchro. Là, c'est quand il a eu l'intention, en fait, de la brûler, on voit, en fait, le polygraphe qui s'excite, comme si, en fait, la plante avait eu un stress. Enfin, elle a eu un stress. Bon, ça, c'est juste un exemple. Il y en a eu plein. J'ai essayé d'en choisir, mais... Donc, Baxter, il avait toujours ses animaux avec lui dans son laboratoire, puis il travaillait le soir très tard, il n'y avait plus personne. Quand il faisait ça, c'était le soir tard. Et un jour, son chat dormait, il prend son chat et il le sort de sa sieste. Alors le chat est très frustré et réagit. Et la plante, non, ça c'est les œufs. Là, c'est l'œuf qui est branché avec les électrodes et c'est l'œuf qui réagit à l'émotion du chat. Clive nourrissait son chat avec une carcasse de poulet qu'il gardait dans son frigo. Et la carcasse, au bout de 4-5 jours, commençait à avoir un peu des bactéries. Donc, il sort la carcasse et là, à ce moment-là, c'était du yaourt qui était branché sous électrode. Et il commence à défaire les morceaux de poulet et à ce moment-là, le yaourt réagit. Alors, lui, ce qu'il a supposé, et après, il a fait beaucoup d'autres expériences, c'est que les bactéries qui étaient présentes dans le poulet, donc il y avait une communication avec les bactéries qui étaient dans le yaourt. Alors les leucocytes, donc il avait appris une technique d'un dentiste, donc il recueillait les globules blancs par frottis dentaire, puis après il y avait un système de centrifugeuse pour les isoler, et il avait trouvé des techniques avec des électrodes d'or ou d'argent, je ne sais plus, pour brancher dans des petites éprouvettes. Alors il décide de pratiquer une petite incision sur sa main. Au moment où il décide, pas quand il le fait, au moment où il décide de pratiquer l'incision, les leucocytes qui sont dans la petite éprouvette, donc qui sont ces leucocytes à lui, réagissent. Donc là, je crois que c'est cette... Par contre, quand il le fait, ben là, ils ne réagissent plus. Alors, on va voir pourquoi après. Alors, en fait, Clive a essayé à plusieurs reprises de mettre en place des protocoles expérimentaux. Il a fait des choses. Mais il y avait des consignes très claires pour qu'on puisse éventuellement reproduire les expériences. Quand il a fait sa première expérience qui a été mise en place, qui était vraiment avec un protocole bien établi, a été publiée. Et là, il a eu plein de scientifiques qui l'ont contacté, qui voulaient refaire l'expérience. Mais ça ne fonctionnait pas parce que ces scientifiques ne respectaient pas les règles que lui leur avait dit de bien suivre. Par exemple, ne pas entrer en résonance. Il ne faut pas qu'il y ait une résonance entre l'expérimentateur et le vivant qui est sous observation. Alors, les constats, donc ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai essayé de synthétiser l'ensemble des constats qu'il a émis en 40 ans pour vous montrer la difficulté, voire l'impossibilité de mettre en place un protocole scientifique tel qu'on fonctionne aujourd'hui avec les méthodes scientifiques actuelles. Alors, le premier constat, c'est la nécessité d'une intention claire. Le vivant perçoit l'intention et il distingue entre prétention et intention réelle. Et il ne réagit pas si l'intention n'est pas réelle. Alors, par exemple, j'ai une orange qui est par terre, je laisse tomber un cutter. Si je n'ai pas l'intention de blesser l'orange, il n'y a pas de réaction sur le tracé. Par contre, si j'ai l'intention, l'orange va réagir, ou l'autre entité vivante qui est sous électrode dans la pièce. Ensuite, le vivant entre en résonance. Alors, il entre en résonance avec son environnement. Par exemple, une plante qui arrive dans un nouvel environnement, elle entre d'abord en résonance avec les formes de vie qui l'entourent, c'est-à-dire qu'elle réagit aux événements qui se passent là où elle est. Ensuite, le vivant entre en résonance avec les formes de vie microscopiques. Donc ça va loin. Alors, par exemple, Baxter, à un moment donné, il jette de l'eau bouillante dans un évier.
qui n'a pas servi depuis très longtemps, plusieurs semaines, et donc il y a probablement une flore bactérienne qui s'est développée là. Et l'entité vivante, je ne sais plus c'était quoi, c'était une plante ou quoi, qui était sous électrode, réagit à la mort des bactéries dans l'évier. Et aussi, le vivant entre en résonance avec son gardien, donc celui qui en prend soin. Et ça, c'est peu importe la distance. Par exemple, Cleve a faim, il quitte son labo, il s'éloigne de plusieurs rues et il réalise qu'elle a oublié son portefeuille. Il rebrousse chemin et à ce moment-là, il avait toujours un chronomètre sur lui. À ce moment-là, il y a la plante qui était branchée qui réagit au fait que lui rebrousse chemin pour revenir au labo. Ensuite, la plante est territoriale. Ça veut dire qu'elle est en mesure de limiter sa réceptivité à l'intérieur du territoire qu'elle a en quelque sorte déterminé comme étant le sien, soit les formes de vie avec lesquelles elle est en résonance. Par exemple, la plante va distinguer entre les activités de Cleve, même s'il est à l'autre bout du laboratoire, c'est 4 pièces, elle va distinguer de ses activités à lui des activités de la rue. Si quelqu'un se fait tuer dans la rue, la plante ne va pas réagir. Ensuite, les formes de vie bactériennes sont conscientes de leur environnement et elles biocommuniquent entre elles. Par exemple, on a vu tout à l'heure les bactéries de yaourt et bactéries de la carcasse de poulet. Et un autre exemple, on a du yaourt qui est branché sous électrode à un bout du labo, Cleve à l'autre bout, il prend une pipette, il injecte de la pénicilline dans un petit contenant où il y a du yaourt, et le yaourt qui est placé sous électrode va réagir fortement. Autre constat, le vivant passe de l'état de vigilance à celui de léthargie. Alors, ça veut dire que quand une entité vivante expérimente pour la première fois la mort de toute forme de vie qui peut menacer son bien-être, elle réagit fortement. Si l'événement perdure, elle cesse de réagir. Et Baxter, lui, ne parlait pas d'émotion, il parle de perte temporaire de sensibilité. Par exemple, si on jette un œuf dans l'eau bouillante, et qu'il y a un autre œuf qui est sous électrode ou une plante, peu importe, l'entité vivante qui est sous électrode va réagir, mais si je continue à jeter des œufs, là, il n'y a plus de réaction. Et ça fonctionne pour toute entité vivante. Autre constat, l'observation et l'attente influent sur les résultats. Le pouvoir d'observation est réel, ça c'est quelque chose qu'il a vraiment constaté, et si on observe le phénomène de trop près, on peut réellement l'affecter. Donc, ce que Cleve faisait, c'est qu'il cachait les tracés graphiques à la vue pour pas qu'il y ait d'influence. Les signaux, donc on parle de biocommunication, circulent hors du spectre électromagnétique. Et là, ça devient compliqué, c'est que même en isolant les plantes avec, par exemple, une cage de cuivre pour prévenir les interférences électromagnétiques, l'information circule comme si la cage n'existait pas. La manière dont l'information circule reste à découvrir, bien que plusieurs se soient penchés sur la question. Et là, on a parlé ce matin, par exemple, de Rupert Sheldrake avec les champs morphogénétiques. Donc, tous ces constats-là nous amènent à un constat qui est plus général, qui est que les méthodes scientifiques actuelles ne sont pas adéquates pour la recherche en biocommunication. Et il y a 2 facteurs en particulier. Un, c'est la répétabilité de l'expérience. Les nombreuses observations de Baxter suggèrent la nécessité d'événements spontanés pour susciter une réaction. On est avec du vivant. Et le deuxième facteur, c'est le facteur humain. Il semble qu'on ne puisse pas éliminer la connexion ou le lien entre l'expérimentateur et la forme de vie qui est en cours d'observation. Pour ce qui est des avenues de recherche, alors il y a effectivement un immense héritage scientifique et de nombreuses pistes de recherche. Le laboratoire de Cleve est fermé. Je me suis informée, j'ai fait plusieurs appels. J'ai l'impression que ces travaux n'ont pas été directement repris. Il y a un livre donc, qui a été publié en anglais et qui a été traduit en français, donc j'ai traduit. Et en chinois et en japonais aussi, parce que les Chinois, les Japonais, les Russes aussi étaient très intéressés par ces travaux et ils suivaient ces travaux de près. Il a contribué jusqu'à son décès, parce qu'il est resté très très actif jusqu'à son décès, avec le HeartMath Institute. C'est eux qui travaillent avec la cohérence cardiaque.
et qui est situé en Californie. Et donc, je les ai contactés et eux m'ont dit qu'ils ont un projet qui est en cours qui s'appelle le Tree Research Project, donc travailler avec les arbres, apprendre à communiquer avec les arbres. Et donc, c'est grâce à la collaboration qu'ils ont eue avec Clive qu'ils sont allés dans cette direction-là. D'accord. Bon, on voit qu'il y a énormément de résonance, sans jeu de mots, entre ce que tu as dit, ce qui s'est discuté aussi ce matin, notamment justement le fait de la difficulté de la répétabilité. Mais ça, on est dans le quantique, on le sait, hein, et donc c'est bien là toute la difficulté. C'est vrai que les travaux ne sont pas suivis à la lettre, mais il y a quand même beaucoup de travaux dérivés qui en suivent. Vous pourrez ne serait-ce que regarder et vous trouverez chez notre libraire certains livres, des travaux de recherche qui continuent sur la conscience du végétal, la conscience des arbres, et qui font suite, qui sont basés sur les travaux de Baxter à leur départ. Stéphane Mancuso, également en Italie, il y a d'autres personnes qui travaillent avec... il y a Joël Sternheimer aussi en voilà, France. donc ça tu peux aussi en parler. Également des travaux avec des sondes que l'on met sur les plantes et qui traduisent vos émotions, vos intentions vis-à-vis de la plante en musique. Voilà, donc si vous n'avez pas des pensées très sympathiques, eh bien, elle ne fait rien. Et par contre, si quand vous rentrez, vous lui parlez, ou même ne serait-ce que vous avez des bonnes intentions, eh bien, vous allez voir cette musique se mettre en place. C'est basé sur les travaux de Baxter au départ. Donc, on espère que les travaux vont continuer, parce qu'on a énormément à comprendre derrière cette biocommunication et cette... Et ben là, on est en pleine unité consciente du vivant, parce que quand on a les bactéries du yaourt qui réagissent quand l'œuf non fécondé, il faut le dire, un œuf non fécondé va être jeté dans de l'eau, là, on ne peut plus se dire que nous sommes tous isolés. Nous sommes véritablement dans une unité profonde et nos pensées, nos émotions ont des répercussions sur l'ensemble du vivant. Merci Michel. Question après, je présume.